support qui nous permet bien sûr de passer des messages, de sensibiliser autour du thème du mois de mars, mais aussi autour des questions qui sont liées à la femme. C'est vraiment un moment important pour nous. Sur ce plateau, je reçois Julie Sefou, femme des médias, ainsi que Bibi Ngoua. Toutes deux, vous êtes membres du CFEO. Bienvenue sur ce plateau, mesdames. Merci Faiza. Alors, je le disais tantôt, Julie, est-ce que ça vaut la peine de donner tout un mois à la femme? Oui, ça vaut la peine à mon avis, surtout pour des pays comme les nôtres, en voie de développement, avec tous les problèmes. Parce que si on parle des violences seulement, des violences faites aux femmes, on se rend compte que ça existe à travers le monde, quelles que soient les avancées par rapport à la démocratie. Aujourd'hui, il y a une femme sur 3 qui sont battues à la maison et tout ça. Et a fortiori chez nous, qui sommes vraiment en train de nous chercher. Donc ça vaut vraiment la peine. Et nous saluons cette initiative de notre gouvernement que de dédier tout ce mois à la femme. Depuis qu'on a commencé à célébrer la femme pendant un mois, y a-t-il des avancées? Je pense oui. Je pense que oui, il y a suffisamment d'avancées parce que hier, la femme n'avait pas autant droit à la parole comme ça. Mais déjà, le simple fait pour la femme de savoir qu'un mois lui est dédié, ça change beaucoup par rapport à son comportement. C'est un peu comme on dit en communication, le simple fait de savoir que je ne suis pas seule dans une pièce, qu'il y a la présence de Fiston Tawaba. Ce simple fait, même si on ne communique pas, ça fait déjà que je me sente en communication avec Fiston parce que tous les gestes ne me seront plus permis. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me voit, alors je peux me déshabiller comme ça au risque qu'ils m'aperçoivent. Et donc le fait pour les femmes de savoir qu'elles ont un mois qui leur est dédié apporte déjà beaucoup par rapport au changement de leur comportement. Alors nous, le CFEO, nous allons entrer de plein pied dans ce mois. Voilà pourquoi déjà ce soir, nous donnons le temps à travers cette émission pour parler de l'implication des femmes des médias dans la lutte contre les violences faites à la femme. Les violences sont multiples. Nous allons au cours de l'émission décortiquer ces violences. Mais je prendrai d'abord Bibi Ngoua. Vous nuancez ou vous dites autrement, c'est que Julie a dit par rapport au mois de mars, ça vaut la peine quand même qu'on nous donne tout un mois? Ça vaut vraiment la peine, c'est peut-être compléter Julie. Moi, je me dis déjà que la femme sait déjà qu'il y a un mois qui lui est dédié, l'État pour notre gouvernement. Mais ici, les signaux forts, c'est cette appropriation aussi. Elle s'est dit, écoutez, c'est mon mois, je dois les capitaliser. Si moi j'ai déjà été sensibilisée, qu'est-ce que je dois faire? C'est relayer le message. Qu'est-ce que je dois faire? C'est sensibiliser aussi l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est briser les silences, aider aussi l'autre à briser les silences, et l'aider, l'accompagner, l'encadrer pour essayer d'atteindre des objectifs assignés par rapport à cette démarche. Parce que avant, on se disait, mais écoutez, c'est le mois de mars, c'est un mois de Pâques, c'est pas moi, c'est un mois de fête. Maintenant, on s'est dit, mais écoutez, nous devons quand même capitaliser. Comment? Il y a des conférences, comment? Il y a des ateliers. Et au cours de ces ateliers, les femmes sont formées. Au cours de ces ateliers, les femmes ont cette opportunité de pouvoir exprimer leurs talents. Par exemple, vous voyez des femmes couturières, vous avez, c'est pas moi, des maraîchères qui sont aussi prises en compte. Or, avant, on se disait, mais écoutez, c'est seulement pour les policiers, par exemple. Mais aujourd'hui, on s'est dit, une opportunité aussi pour rassembler toutes les différentes catégories. Quand vous dites c'est seulement pour les policiers, vous faites allusion au défilé et ça me ramène déjà à une autre question. On aura à évoquer cette question-là au cours... Moi, je voudrais vraiment jouer quelque chose sur ce que Bibiche vient de dire. Donc, autant le signal est fort pour la femme, il est aussi pour les bourreaux, pour les violeurs, toutes catégories mises ensemble. Le fait pour eux de savoir que les femmes ont un temps pour s'exprimer, eux aussi. Donc vous voulez dire que pendant cette période, il y aura moins de viols, c'est ça? Il y en aura moins, mais aussi tous ceux-là savent qu'ils sont finalement vulnérables quelque part. Donc à tout moment, on peut se mettre la main dessus parce que le monde sait qu'il y a des viols. Il y a même des avocates qui initient aussi des consultations gratuites comme ça avec les femmes. Elles échangent, venez, on va vous aider si vous avez des problèmes. Moi, je pense que ce sont des opportunités à ne pas rater. C'est comme ça que la femme essaie de capitaliser ce mois ou ce moment par rapport à sa catégorie. Moi, je me dis, je suis maraîchère, qu'est-ce que je dois faire? Il y a par exemple une foire d'entrepreneuriat, par exemple. Je me dis, mais je dois quand même en profiter. Qu'est-ce que je dois faire? C'est prendre mes produits et aller les exposer. Peut-être qu'il y aura des questions, mais écoutez, vous êtes femme et qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Tout ça, ça vous permet. Et à côté de moi, peut-être que l'autre qui est là, c'est un médecin ou soit, c'est pas moi, professeur, pasteur. Elle peut être agronome. Voilà, tout ça. Et ça te permet quand même de prendre des connaissances. Mais écoutez, vous
vous adonnez plus à l'agriculture, c'est pas mal, mais écoutez, pour capitaliser encore davantage, ou soit rentabiliser tout ce que vous faites, vous devez recourir à telle méthode. Et là, c'est une autre femme qui vous aide. Alors, Julie Sefou, le collectif de Femmes One, nous sommes très impliqués pour la promotion de la femme. Chaque année, nous organisons comme ça des activités. J'aimerais quand même faire un petit recul par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce qui a été fait par rapport au mois de mars? Alors, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Hein. C'est fait auprès de sa voix, aux femmes démunies, mais aux femmes aussi qui sont dans une certaine position de force aussi. Pourquoi pas? L'année passée, elle a accordé sa voix, sa place, ses espaces aux femmes rurales, parce que le thème, c'était par rapport aux femmes rurales. Il fallait voir avec, comme Bibiche dit, capitaliser les efforts, les énergies et tout. On était avec les femmes rurales. Mais à côté des femmes rurales, il fallait forcément aussi qu'il y ait des décideurs, parce que c'est un peu comme l'exemple que Bibiche tenait tout à l'heure, une femme qui fait l'agriculture, si elle ne maîtrise pas trop des méthodes d'agriculture, l'épanouissement n'est pas si évident. Or là, on a fait quand même réussi à mettre autour d'une même table et les rurales, les femmes rurales qui sont d'ailleurs la majorité en République démocratique du Congo, mais aussi les décideurs, les professeurs d'université, ceux qui peuvent apporter quelque chose, des facilités et tout ça. Donc on les avait mis ensemble et nous en avions profité pour décrire une fois de plus les maux dont souffrent les femmes. Et cette fois-là, on mettait un peu plus l'accent sur la femme rurale. C'est elle la majorité ici en République démocratique du Congo. Et les résultats? Oui, des résultats. Déjà qu'on avait même le secrétariat général du développement rural, tout ça. Donc finalement, on a même fait des suggestions. Des femmes professeurs d'université réunies autour du cercle Sophie Kanza, par exemple. Là, c'est l'élite qui vient vers la base. Elles ont fait des propositions parce qu'elles sont aussi sur le terrain. Elles ont fait des expériences, des échanges avec des femmes rurales de Bointaba et tout ça. Donc, on avait des propositions concrètes à faire. Alors, avec elles, on n'a seulement pas fait au niveau de notre gouvernement à nous, mais on a aussi soumis notre cahier de charge auprès des organismes internationaux qui s'occupent notamment de l'alimentation et tout ça. Là, c'était l'an passé. Qu'est-ce qu'on peut attendre du CFO cette année? Cette année, on continue un peu sur la même lancée. Et comme cette année-ci, l'accent est mis sur les violences sexuelles, nous, d'ailleurs, on n'a pas seulement attendu qu'on commence le mois de mars. Donc, nous appuyons des activités, des organisations en rapport avec la lutte contre les violences faites aux femmes, ça on appuie. Nous aussi, par rapport à nous-mêmes, dans nos émissions, nous sensibilisons, nous sommes quand même une force, non? Le quatrième pouvoir, après tout, c'est nous. Donc, le fait pour nous d'échanger avec nos auditeurs, de faire des publications, de recevoir même à la télévision, montrer les douleurs des femmes, les violences faites aux femmes, fera que ça parvienne et aux oreilles des bourreaux, et aux oreilles des décideurs, et aux oreilles des femmes elles-mêmes, parce que les statistiques démontrent que plus de 50% des femmes victimes des viols n'ont pas le courage de dénoncer. Le silence est une fatalité dans cette lutte. Et j'aimerais qu'on entre maintenant dans le vif de notre sujet, l'implication des femmes des médias dans la lutte contre les violences. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formes de violences. Si nous voulons nous impliquer, nous, femmes des médias, par où devrons-nous commencer? Bibiche Ngouwa, je vous donne la parole. Nous, femmes des médias, je me dis que nous devons d'abord commencer par l'appropriation de la chose. Moi, je pense que tout part de là. Dès lors que vous maîtrisez bien la chose, vous maîtrisez les contours, vous savez aussi comment appréhender la question et faire avancer les choses. Mais dès lors que vous n'avez pas ce souci, vous dites, bon, par exemple, vous dites, moi, écoutez, c'est à l'est du pays, ou ça c'est au Katanga, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de soeur, tout ça, ça devient un problème. Mais lorsque vous essayez de vous mettre à la place de cette femme-là, vous vous dites que moi, je suis femme des médias, qu'est-ce que moi je dois faire? C'est par exemple prendre ma tranche et en constituer une tribune d'expression pour les femmes. Mais déjà que les tranches consacrées aux femmes sont à compter de bout de doigt. On n'en disconvient pas, mais il y a des femmes des médias. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles proposent, même sujet, comme sujet à la rédaction? Il y a aussi un problème. Je me dis, c'est le mois de la femme. Moi, je dois capitaliser ce mois. Commence avec mes reportages. Je me dis, mais écoutez, cette fois-ci, je vais descendre, par exemple, à Kinkole. La fois prochaine, j'irai à Mbanzangungu, tout ça, et échanger avec les femmes par rapport à tout ce qu'elles rencontrent comme problème. Est-ce qu'elles savent déjà que c'est le mois de mars, c'est un mois qui nous est dédié sur le plan national par notre gouvernement, tout ça? Mais si oui, qu'est-ce qu'elles font? Maman, par exemple, moi, je ne sais pas, j'ai quand même appris que c'est le mois, j'essaie quand même de faire de mon mieux
pour y participer. Mais vous y participez comment et avec quoi? Avec qui aussi? C'est quoi votre objectif par rapport à ce mois? Moi, je pense que c'est ce qui pourra nous aider à faire avancer. Julie, mais c'est quand même un domaine moins rentable par rapport aux journalistes, ces questions liées à la femme. Oui, justement. Mais je pense qu'être femme, c'est aussi un état d'esprit. Moi, je vois mal que les hommes nous aiment plus que nous-mêmes. Ça veut dire que si nous-mêmes ne nous aimons pas au début, on aura des problèmes pour évoluer. Et donc, il revient à nous-mêmes d'abord de commencer à marquer les pas, montrer notre souci. On peut se battre pour ça. On peut dire que c'est l'intérêt pendant ce mois de mars, comme Bibiche le dit, de travailler sur des reportages par rapport aux conditions des femmes. Ok, même finalement, nos chefs à la rédaction finiront par adopter ça un peu comme ligne éditoriale. Enfin, on pourra influencer même la ligne éditoriale, ne serait-ce que pendant ce mois de mars. Et la suite, on pourrait voir après. Il y a une justification à ça. Nous disons, c'est le mois de la femme. Et nous, en tant que femmes, nous voulons montrer la souffrance des femmes. Nous voulons leur accorder la parole. Qu'est-ce qu'on aura perdu? Il y a eu une sensibilisation récemment avec une ONG, un mouvement mondial, le One Billion Rising plutôt, je me débrouille quand même en anglais, One Billion Rising, qui était une action pour dire non aux violences à travers la danse. Et nous étions sur le terrain. Ça prouve quand même que nous avions notre attention sur la question des violences et nous voulons cesser avec les moyens que nous avions, c'est-à-dire les médias, à travers les médias, passer ce message-là. J'aimerais qu'au niveau de la régie, qu'on nous balance cet élément et on continue avec vous les débats juste après. Des pas de danse uniformisés pour dire non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Date choisie le 14 février, belle coïncidence avec la fête de Saint-Valentin, dite fête des amoureux. C'est sur ce terrain de la place triomphale que les femmes et les hommes touchés par le cri des femmes et des jeunes filles du monde se sont retrouvés pour l'exécution de la danse. Que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte. Vous savez, le problème de la lutte contre les violences, ce n'est pas un problème particulier ou quand même individuel. C'est un problème d'ensemble de toutes femmes qui doivent se mettre debout pour dire non aux violeurs et non aux gens qui sont en train de violer les jeunes filles et marginaliser les femmes. Pas de pitié pour ces personnes qui détruisent nos vies, qui détruisent nos mamans, qui détruisent nos sœurs et que l'État vraiment agisse convenablement. Nous sommes vraiment contre la violence qui se passe. Donc pour nous, les jeunes filles, nous sommes venus soutenir l'action qu'on vient d'organiser ici. Initié par le mouvement international Videy, One Billion Rising à Kinshasa a connu non seulement la participation des peuples d'ailleurs, mais aussi celle de la presse internationale. Ça me touche la cause des femmes et je crois que c'est important de mettre dans les débats publics les problèmes qui existent, pas seulement ici au Congo, mais comme on est là, dans les sous-pays, on connaît bien ce qui se passe. Et je crois que c'est important de prendre la réflexion de que ces problèmes, et ici au Congo, mais aussi partout dans le monde, à de différentes formes. Dénoncer les violences faites aux femmes est une chose, pourtant laisser impunis leurs auteurs ne résout rien. Qu'en pense le législateur? Nous allons mettre fin à la violence par l'application de la loi. Et tout le monde sait que nous n'appliquons pas la loi. Donc je me dis en amont, il est temps maintenant d'appliquer ce qu'on a appelé la tolérance zéro. On doit commencer à sanctionner et même à sanctionner sévèrement. Une femme sur 3 serait victime des violences à travers le monde et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Lutter contre ce fléau appelle l'implication de tous. Trop, c'est trop. Et il faut exprimer ce ras-le-bol. Ces jours-là, les femmes étaient mobilisées pour dire non à la violence. Julie, c'est fou. Pensez-vous que danser pourrait résoudre les problèmes? Oui, c'était une des façons. C'est vrai qu'au début, ça pouvait paraître paradoxal. Des gens qui viennent danser et qui disent qu'ils sont en colère. Oui, c'était une expression. Parce que tu vois, plus vous êtes nombreux à faire des mêmes pas, des mêmes gestes et tout ça, ça interpelle. Les autres, on veut comprendre. Mais pourquoi ils dansent? Ils dansent à l'occasion de quoi? Et voilà. Alors, comme on est femme, on veut aussi mettre notre féminité en exergue, pourquoi pas? La danse orientale, c'est cela, non? Alors, nous sommes dit, on danse pour leur dire que
on en a marre. Aujourd'hui, quand on parle des violences sexuelles, tout le monde a tendance à avoir ses yeux braqués vers l'est du pays, alors qu'à Kinshasa, j'ai eu à échanger sur place au stade triomphal avec une dame qui a une ASBL qui s'occupe des enfants violés et des femmes violées ici à Kinshasa. Ce sont des cas très récurrents. Bibi Chungoua, qu'est-ce qui explique que malgré la guerre à l'est, là où il n'y a pas de guerre, il y a beaucoup de violence? Vous savez, c'est un problème aussi d'indiscipline, un problème d'impunité. D'indiscipline de la part de qui? Des violeurs. Parce que les hommes, ce sont les hommes qui sont indisciplinés. Exactement, ils sont indisciplinés et ils sont impunis. Et là, ils se disent, mais écoutez, à l'Est, déjà, ces fléaux ont quand même pris de l'ampleur, qu'est-ce qu'on devait faire? Mais essayons aussi de faire ça à Kinshasa. Tentons et voyons voir ce que ça va donner. J'ai tenté, vous m'amenez en justice et papa, non, moi je ne sais rien, je n'ai rien fait. La femme aussi, non instruite, elle s'est dit, j'ai pas assez de moyens pour aller saisir la justice, qu'est-ce que je dois faire? Que je me contente. Mais sur ce point-là, il n'y a pas que le problème d'instruction. Quand j'ai pas assez de moyens, je me défends comment? Mais c'est ça. Avec mon instruction. Mais déjà, je l'ai dit ici, lorsqu'il y a des rencontres des femmes, nous avons différentes catégories. Il y a des femmes qui sont là pour sensibiliser les autres. Elles vous disent par exemple, écoutez, moi je suis juriste. Si vous avez un problème, venez, moi je vais vous aider. Vous n'allez pas payer de l'argent. C'est une question des réseaux aussi, voilà pourquoi. Une question des réseaux, oui. Une question d'instruction aussi. Parce que vous et moi, même si nous n'avons pas d'argent, nous savons par où passer pour atteindre notre objectif. On s'est dit, je dois briser les silences. Cette loi des silences, là, je dois la bannir. Et qu'est-ce que je dois faire? Je sais que je n'ai pas de moyens, mais je sais où toquer et qui voir. Ce qui n'est donc pas le cas avec la maraîchère, c'est pas moi, la vendeuse de pain qui se retrouve quelque part, qui vous dit, écoutez, si vous allez en justice, on va vous bouffer vraiment de l'argent parce que votre avocat va commencer à vous demander à tout moment de lui donner ce et ça va peser sur vous. Écoutez, vous risquerez de continuer à exercer vos petites activités et ça va handicaper même les vécus quotidiens de la famille. Et tout ça, elle s'est dit... Elle se rétracte. Voilà. Or, c'est un problème. L'Est du pays, on n'en disconvient pas. On laissait, à un certain moment, il y avait quand même un tableau, des indicateurs, si pas au vert, mais ça s'était quand même amélioré par rapport à la situation dans l'Est du pays. On se disait, écoutez, on a parlé des violences, mais oui, lorsqu'il y a absence des conflits armés, il y a aussi baisse des cas de violence. Des cas de violence. Mais parce que finalement, c'est une arme de guerre forte utilisée dans cette partie. Conflit armé, tu viens de le dire, c'est une arme de guerre. C'est un butin pour les rebelles. Ils se disent, écoutez, on nous a raflé 5 hectares, il n'y a pas de souci. Mais toute femme, jeune fille qu'on croisera sur la route, c'est elle qui va payer ce frais. Et là, on va saboter, on va bafouer la dignité de la femme, mais ça pose problème. Et à Kinshasa, on s'est dit, mais là-bas, ils ont fait, on les a fait quoi? Il n'y a pas de problème. Mais ici à Kinshasa, qui les saura? Et où est-ce qu'elle va nous amener? Essayons quand même de faire quelque chose d'observant. Elle le fait, et en fin de compte, réellement, la personne n'a pas été punie. Elle vous dit, là, demain, c'est Jérôme qui va aussi emboîter les pas à Jacques. Ça, c'est l'indiscipline pour les violeurs. Mais il y a quand même des violences domestiques aussi qu'il faut évoquer. Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de violences. Des violences, c'est vraiment monnaie courante. C'est ce qu'on vit à chaque seconde à travers le monde. À Kinshasa, en RDC, tout. Sauf que les ponctuations diffèrent selon qu'on est dans la partie en conflit où les rebelles peuvent en profiter, pas seulement les rebelles, parce que aussi même vos propres éléments, mais qui soient un peu indisciplinés quelque part, peuvent aussi profiter du répit des rebelles à un moment pour saccager eux aussi, c'est ce qui arrive. Mais alors, dans des milieux universitaires, dans des milieux estudiantins, dans des milieux éducatifs carrément, un enseignant aussi peut profiter de sa carrure d'être enseignant pour abuser des enfants, parce qu'il sait que l'enfant ne pourra que taire le fait. Et on dirait que ça passe sous silence. Oui, un patron à la maison, mais il peut bien abuser de sa bonne, parce que la bonne attend d'être payée, elle ne pourra rien faire. Une femme qui travaille, elle peut bien être abusée par même un collègue simplement, parce que peut-être le collègue lui a rendu service ou l'avait couvert par rapport à une situation donnée, et facilement il peut dire, mais tu sais, au nom du service rendu, tu devais mettre... Mais tout ça, ça prouve que la femme est vulnérable, je lis. Oui.
Oui, elle est vulnérable par le fait de la société, justement. Parce que la femme de jadis, c'était elle qui tenait le foyer. Donc, un homme pouvait se marier à 3, 4 femmes et il était comblé comme ça. Le matin, il pouvait mettre ses pieds sur la chaise ou la table. Les femmes sortaient et allaient chercher à manger, à boire, tout ça. Et lorsqu'elles revenaient, c'était vraiment la fiesta autour du chef de village. Avec comme une si... richesse des enfants. Oui, des enfants aussi, hein, tu vois. Mais petit à petit, les choses ont basculé au point qu'aujourd'hui, la femme est devenue l'être le plus vulnérable, le plus fragile. En fait, à cela, je voulais aussi ajouter la sensibilisation. Si vous vous souvenez récemment, il y a un journal qui a même parlé des violences des violences sexuelles au niveau des ronds-points Kimpoanza. Qu'est-ce qu'on nous dit? À 2 heures tardives, il y a des filles qui se font violer comme ça. Et lorsqu'elles rentrent à la maison, les parents se disent, mais écoutez, il ne faut pas dévoiler ce secret-là, sinon ça va peser sur la famille. Vous verrez lorsqu'il y aura un monsieur, par exemple, qui viendra demander la main dans cette famille, quelqu'un lui dira, mais écoutez, il ne faut pas aller là-bas parce que ces filles-là ont été violées, c'est pas moi, par des chégués, par des vendeurs, des pièces, des réchanges, des véhicules, tout ça, ça posait problème déjà ici à Kinshasa. Or, on en parle. Même B1 profite des occasions pareilles pour offrir à ces femmes-là une tribune d'expression. Donc, on vous dit, venez. Plateau Femme est là. Il y a des émissions à Lingala, venez. C'est pas moi, Chiluba, venez. Il y a des loups, donc... Surtout pendant le mois de mars, je crois qu'on sera là tous les jours pour sensibiliser. Bibi se souviendra qu'on avait réussi à remettre ensemble un couple comme ça, dont la femme a été violée quand elle était jeune, et plus tard, lorsqu'elle s'est mariée, finalement, comme on dit, c'est toujours un loup qui est ennemi d'un autre loup. Finalement, c'est la cousine de la femme qui dévoilera le secret au mari de cette ex-victime de viol et tout ça. Et le mari a dit non, là je rejette tout de suite. Mais grâce à lui, la dame était venue poser son problème, c'est passé tout ça. Aujourd'hui, elle est dans sa maison, elle est partie en Afrique du Sud, elle est revenue. Chers téléspectateurs, ce plateau est une tribune pour vous, femmes et hommes aussi qui vont parler. Il y a des hommes qui sont assez genrés, qui évoquent mieux les questions qui touchent à la femme. Nous sommes là pendant le mois de mars. Venez, nous avons cette tribune qui va vous permettre de vous exprimer. Et même nos autres émissions leur sont ouvertes, parce que c'est le mois de mars, vraiment, on féminise davantage. Davantage, bien sûr, Julie. Il y a cette question, j'aimerais quand même qu'on y aille un peu plus en profondeur, la question des violences liées à notre culture. Je prends par exemple le Kasaï. Excusez-moi si vous êtes Kassaïen, mais c'est une réalité, c'est un fait. Nous devons l'évoquer dans cette émission. Une fille qui se marie à 13 ans, pas de son propre gré, mais parce qu'on l'a obligée, elle y va, elle a des enfants. À partir de cet âge-là, est-ce que ce n'est pas une forme de violence? Si, c'est simplement et purement une forme de violence parce qu'on veut mettre ces violences-là sur le dos de la coutume et tout. Mais c'est une enfant, à 12 ans, 13 ans, elle est enfant, elle joue même encore sur du sable, tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on anticipe les choses. Et même par rapport à sa morphologie, elle n'est pas encore prête à cette pratique sexuelle de façon intense. On sait que les pratiques sexuelles précoces sont même à la base de certaines maladies, de certaines malformations, mais lorsqu'on marie comme ça son enfant, sa nièce, une femme a déjà ses menstrues, on dit qu'elle est mûre, elle est mature. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Ce n'est qu'une étape, c'est un processus. Il faut laisser et la tête de l'enfant et le corps se préparer à tout cela. On ne devrait pas anticiper. Une enfant de 13 ans, mais qu'est-ce qu'elle donnerait à son bébé? Elle-même n'est pas mûre, même par rapport à l'éducation. Elle dirait quoi à l'enfant? Mais nos grands-mères l'ont fait. Aujourd'hui, nous avons nos parents et... Oui, mais il y a une évolution. Peut-être que nos grands-mères le faisaient, mais elles étaient un peu plus préparées à ça aussi précocement. Il y avait une certaine sagesse en nos grands-mères. Mais justement, qu'est-ce qui a fait qu'après on puisse changer? C'est quand on s'est rendu compte qu'avec nos grands-mères, il y avait parfois aussi des problèmes de déformation plus tard, ou quelques répercussions psychologiques, physiques et tout ça. C'est alors qu'on s'est ressaisi pour dire non, donc c'était assez précoce, autant peut-être attendre la majorité de l'enfant et puis voir, parce que aussi c'est vrai que la médecine n'est pas si exacte, c'est une marge. On dirait qu'on coupait une certaine soif à cette fille qui doit aller à l'école, c'est son droit. Mais là, c'était déjà qui devrait s'amuser. Bibi Chungoua, vous voulez réagir par rapport à cette question? Là, c'était déjà un problème. Julie vient de soulever certains aspects. Déjà, à l'époque, nos mamans s'arrêtaient à quel niveau?
Concernant les études, c'était tout un problème. Oui. Qui pouvait accepter d'investir en sa fille d'aller à l'université? C'était tout un problème. Écoutez, Mika, nous allons investir et après ça, c'est monsieur tel qui viendra la prendre en mariage. Donc, c'est cette famille-là qui va bénéficier de notre investissement. Oui. D'où permettre à Mika d'apprendre quelque chose. C'est pas moi les notions des bases, la lecture, tout ça. Et c'est là, vous suffit, vous attendez votre mariage et là, vous irez, c'est pas moi éduquer vos enfants. Or, il y a déjà un problème. Il y a une maxime qui nous dit ceci: éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Elle a 13 ans, vous imaginez. Et lorsqu'elle va accoucher, le bébé qui viendra ne saura pas que ma maman a 14 ans. Vous comprenez? Il y a un problème. Il y a des fois où l'enfant essaie de mal se comporter. Si déjà au départ, vous-même, vous n'avez pas bénéficié d'une bonne éducation, ça va poser problème. Vous avez encore 13 ans. Petite. Vous n'êtes pas mature de pouvoir tenir un foyer. Non seulement que vous devez gérer votre mari, non seulement que vous devez gérer vos enfants, vous devez aussi gérer votre belle famille. La belle famille arrive. Oui. Écoutez, c'est papa Bokilo qui vient ou soit maman Bokilo. Tu en as l'expérience, hein, tu vas me dire. Alors, c'est pas facile. Hein? Non. Alors, c'est pas facile. Alors, on ne se dira pas qu'écoutez, elle a encore 14 ans, tout ça. Ils arrivent, vous savez, tu as évoqué chez les Louba, c'est les foufous, il faut mettre les foufous sur la table. Sinon, ça va poser problème. Et là, chez les Louba, on vous dit, écoutez, lorsqu'elle a encore 13 ans, on a plus de chances. On n'en veut pas au Kassaïen. Plus taxé, oui. C'est un exemple. Je vais en arriver. On va plus taxer parce que là, on a encore la chance, elle a encore 13 ans, donc elle a encore de l'avenir devant elle. Alors, il faudra demander 3 000, 4 000. Et lorsque, par exemple, vous atteignez 16 ans, 17 ans, on vous dit, mais écoutez, là, on tend vers la chute, il faut essayer de moderniser, de négocier tout ça pour qu'elle ne reste pas à la maison. Oh, je ne sais pas les cas. Non. Vous avez 25 ans, vous êtes encore chez vous, ça ne pose pas de problème. Déjà, vous travaillez, vous voulez chercher une maison, on vous dit, nous sommes africains, vous devez rester ici. On va venir vous prendre d'ici pour aller chez vous. Laissez une fille prendre sa maison et tout ça, on la considère comme étant une fille libre. Et dans la société, ça ne passe pas vraiment. Je ne sais pas si ailleurs ça passe, mais chez nous, pas trop. Des fois, on s'est dit non, c'est pas une bonne fille. Écoutez, elle est seule dans sa maison, donc elle se permet de tout faire. Oh, peut-être qu'elle s'est dit, écoutez, je suis mature maintenant. C'est une autonomisation. Voilà, de me prendre en charge. Et c'est qui ne se conçoit pas comme ça dans notre société. Et aussi, un autre problème. Elle a 13 ans. Vous savez, les hommes, très rarement, ils sont fidèles. Hein. Écoutez, je ne les en veux pas, mais une parenthèse. Très rarement, ils sont fidèles. Fidèles, oui. Voilà. Et là, il s'est dit, écoutez, là, c'est Marceline. Cette fois-ci, je vais quand même essayer de voir aussi Maggie et voir comment est-ce que Maggie réagit et tout ça. Et après, il vous dit, mais écoutez, avec Marceline, là-bas, il n'y a rien, qu'est-ce que je dois faire? Vous l'avez pris, elle avait 13 ans. Elle ne savait rien. Est-ce qu'elle savait même correctement se laver? Il y a aussi un problème, tout ça. Une femme qui vous passe et qui vous laisse une odeur, là, vous dites, mais écoutez, c'est une femme mariée en plus. Mais comment est-ce que ça peut se passer comme ça? L'âge, l'éducation, l'encadrement, tout ça, ça demande beaucoup de choses. Parce que même ces femmes-là qui se disent matures, tout ça, elle a 30 ans, 35 ans, elle a un problème, elle recouvre chez sa maman. Maman, écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, maman qui vous dit, mais écoutez, dans de pareilles situations, il faut t'aider. Dans de pareilles situations, il faut d'abord laisser... toujours besoin d'un certain encadrement pour son équilibre. Et aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité. On parle de la révolution de la modernité. Le contexte a changé, tout ça. Elle doit aussi être instruite. Ça pose problème. Vous venez, l'enfant qui vous dit, maman a donné un devoir à domicile, si vous pouvez m'aider, tout ça, vous lui dites, écoutez, moi, je ne sais pas, attendez, votre papa, ça va pas. C'est quand même un sujet assez vaste, Julie, c'est fou. Il y a des... C'est vrai qu'ici, nous n'avons pas ces cas-là, mais ça existe, l'excision. C'est aussi une forme de violence. Hein. Vraiment, une forme d'excision. Mais là où ça m'écoeure vraiment, c'est le fait que donc, tout ça, on fait pour le plaisir de l'homme, simplement. Et maintenant, ce sont les femmes. C'est l'égoïsme de l'homme. Voilà. L'égoïsme de l'homme a fait que l'homme fasse comprendre à la femme qu'elle ne peut pas se gaspiller, que ce qu'elle est, elle l'est pour l'homme. Sa tête, son corps, tout ça, c'est pour l'homme. Alors, il faut couper tout ce qu'il y a là-bas, coudre même, on referme les choses, jusqu'à ce que l'homme en violeur, enfin, d'une autre manière, quand même, le jour va prendre maintenant sa femme en mariage, que ce soit maintenant lui qui va encore découdre ce qu'on avait cousu. Franchement. C'est un corps. C'est un corps. Tout ça, ça pèse sur la femme. Ça pèse sur la femme. Et elle garde silence. Elle garde silence. Mais est-ce qu'on n'y va pas un peu en disparate? C'est qui la cible dans cette lutte, dans cette sensibilisation? Est-ce qu'on se met pour voir comment est-ce que nous pouvons, par qui nous commençons, quelle étape? Parce qu'il faudrait, comme on se le dit toujours, attaquer les causes. Il y a la guerre, il y a tout ça, mais
qui en sont responsables dans les cas où c'est pas la guerre. Il faudrait bien qu'on se mette d'accord sur ces points-là. Les bourreaux, ils sont un peu partout, ils sont permanents. Et moi, je pense que le plus grand responsable ici, c'est ceux qui font qu'on entretienne l'impunité. Parce que c'est l'effet de l'impunité qui fait que, bon, les gens, ils font comme ça leur passe dans la tête. Donc, ils ne craignent rien comme représailles, c'est cela le problème. Or, si, parce qu'on a même vu que lors de la danse avec les femmes le 14 février, il y avait même un législateur. Donc, au niveau du Parlement, le législateur estime que le travail était déjà fait. Alors, au niveau, il y a des lois qu'on a adoptées plusieurs fois, les femmes, on a vu le Lukiana se battre et il y a tout une ça. loi sur les Mais maintenant, violences sexuelles. on n'applique pas cette loi. Ce n'est plus au législateur de faire appliquer la loi. Il y a un gouvernement, il y a un ministère de justice qui, ma foi, est bien conduit par des femmes qui devraient sentir en toute femme les problèmes des femmes d'abord, à mon avis. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Mais il faudrait aussi rappeler qu'au mois de juillet passé, il y a les pays de la sous-région qui se sont rencontrés pour statuer sur la question des violences basées sur les genres. Et parmi les recommandations, il y avait le renforcement de l'appareil judiciaire qui est aujourd'hui un instrument efficace pour lutter contre les violences. Il fallait peut-être aussi créer des tribunaux assez spéciaux qui peuvent statuer sur la question et résoudre ça, qui peuvent punir correctement ces bourreaux-là. Des tribunaux qui peuvent statuer à moindre coût ou au besoin sans coût. Comme ça fait que les gens, ils sont bien motivés à y aller. Parce qu'aussi, maintes fois, toujours dans cette lutte-là, dans ces problèmes-là, il faut aussi prendre en compte le coût élevé de la justice. Déjà, quand on n'est pas instruit, comme Bibi, je te le disais tantôt, quand on n'est pas instruit, même un avocat aussi peut bien vous faire marcher. On a vu des avocats faire vendre aux femmes peut-être leurs parcelles, aux veuves, par exemple, parce qu'elles doivent suivre des comptes finales, tout ça, de son mari. Alors, il faut payer ceci. Il faut acheter telle fiche et tout ça. Finalement, et au finish, on te dit, comme tu n'as rien payé, il faut vendre la parcelle pour que l'avocat ait ceci et qu'on continue. Donc, c'est malhonnête. Mais ça, c'est le travail de la justice. De bien réguler, de bien faire appliquer la loi. Parce que si on a des exemples aujourd'hui, un peu à l'instar des Koulouna, comme on voit, on a arrêté les Koulouna, voici leurs sanctions. Si aussi, on pouvait aussi nous montrer dans nos quartiers des violeurs, parce qu'on en connaît, on entretient des violeurs à la maison. Tu vois, par exemple, les neveux, les nièces qui viennent à la maison. Il y a eu quand même des actions comme ça au Nord Kivu où il y avait des, comment ça s'appelle en termes judiciaires, juridiques plutôt, où on est en train de juger les gens publics, des audiences publiques, voilà, au niveau du Nord Kivu, et des officiers militaires ont été sévèrement sanctionnés par rapport à la question. Mais cela ne suffit pas, il faudrait poursuivre pour que... Je le pense. Il faudrait poursuivre. Si vraiment on sent que c'est de façon permanente, qu'on met la main sur des violeurs, et ils sont traduits en justice, on présente les faits, tout ça, ils sont condamnés, on voit aussi comment ils purgent leur peine, les autres vont se rebiffer. Mais s'ils ne voient rien, ils sont encouragés quelque part. Julie, mais les hommes aussi se plaignent d'être violés. Ah, mais à quelle hauteur, Feza? À quelle hauteur? Je veux bien qu'on parle des viols chez les hommes, mais ici, lorsque nous prenons la proportion, en tout cas, les hommes devraient attendre. Peut-être qu'ils... Je pense qu'ils devraient attendre, parce qu'on peut suivre deux lièvres au même moment, on risque de perdre l'objectif. Ici, lorsque nous parlons des violences faites aux femmes, le fait est réel. Nous disons que même à travers le monde, une femme sur trois a des problèmes. Est-ce qu'on voit ça d'ici? Mais est-ce qu'on peut établir aujourd'hui les statistiques pour parler des hommes qui sont violés? Mais non, ça c'est des cas exceptionnels, c'est justement pour confirmer la règle. La règle ici, c'est 1 sur 3. Et nous voulons d'abord voir ce qu'on fait de ces bourreaux-là, avant de voir le cas des hommes. On verra ça plus tard, il n'y a pas de problème. Donc s'il faudrait activer ou intensifier la sensibilisation, c'est sur l'impunité. Il faut changer les choses par rapport à cette question. Il faut vraiment. Ça serait un temps que nous allons donner à cette grande campagne de lutte contre la violence faite à la femme. Mais j'aimerais quand même revenir encore sur cette question, je dis c'est fou. Les hommes disent que par moment, là, ici, il n'y a pas de guerre. Comment nous nous habillons et quand tu attires un homme qui vient vers toi et... Sexy.
Oui, l'habillement sexy, j'ai suivi ça dans une émission hier où les filles voudraient bien être sexy et attirer les hommes. Et par moments, ce n'est pas le message que nous passons, mais quand il est attiré sans ta volonté, il vient vers toi. Ça constitue aussi une forme de viol. Oui, il faut sensibiliser dans tous les sens. Ouais, mais je parie que c'est une bonne façon pour les hommes de tirer les rideaux de leur côté, simplement parce qu'il faut bien atténuer les faits pour justifier quelque chose. Non, c'est pas une raison, c'est un faux fouillant, selon Julie. C'est faux fouillant, justement, parce que si on estime que c'est parce que les filles se présentent mal, alors je veux bien comprendre pourquoi est-ce qu'on viole des personnes de troisième âge, pourquoi on viole des religieuses, les fillettes de 3 ans, les fillettes de 3 ans, elle a 5 ans, des bébés de 8 mois, pourquoi on les viole? Elles n'ont rien d'attirant. Pourquoi? Elle a mis quoi? Et déjà, par rapport même aux statistiques, on se rendra compte que la majorité des filles qui justement sont sexy, qui sont présentées telles que les hommes pensent que c'est de la provocation, elles sont rarement violées. Ah bon? Ouais. Elles sont peut-être en petite jupe, mais c'est pas évident de commettre des actes de viol sur elles. Tandis que eux vont comme ça s'acharner sur des vieilles personnes décemment habillées et tout ça. On veut comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et ces femmes violées, est-ce que quand vous êtes violée, ça veut dire que vous n'êtes plus utile dans la société? En tout cas, c'est pas ça. Mais c'est l'image qu'on donne à ces femmes-là, la stigmatisation. Non. Là, moi, je me dis qu'il faudra aussi une prise en charge. OK? Vous avez été violé. C'est un cas, c'est un problème qui vous est arrivé. Mais écoutez, cela ne voudra pas dire que, écoutez, c'est fini, c'est la fin du monde pour vous. Vous continuez à vivre. Qu'est-ce que vous devez faire? Dites-moi, quelle est cette personne qui est tombée sans pour autant s'être relevée? Même la Bible, elle est dit. Si vous ne parvenez pas à vous relever, donc il y aura quelqu'un qui viendra. Comment est-ce qu'il viendra? C'est peut-être par une évangélisation. Si pas les cas, c'est peut-être par un message qui passe à la radio, qui passe à la télé, par un livre qui vous tombe comme ça. Vous dites, mais écoutez, je dois quand même lire quelque chose. Il y a une histoire qui me réconforte. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a un problème d'accès à l'information, Bibi Chmoua. Les femmes qui se retrouvent dans les coins les plus reculés, comment est-ce qu'elles auront l'information sur ces questions? Écoutez, on a parlé... Il faut atteindre ces femmes-là pour qu'elles sachent, elles soient informées. Je vais m'expliquer. Cette fois-ci, Julie venait d'évoquer un aspect. On a opté pour la danse. La danse pour dire non aux violences. OK? C'est déjà une chose. Vous croyez que lorsqu'on a pris cette danse-là comme une des stratégies pour sensibiliser ces dernières, qu'est-ce qu'on avait ciblé? Je n'ai pas vu seulement les femmes. J'ai vu également les hommes, les jeunes garçons, même les petits chégués qui sont là. Ils se disent, mais écoutez, c'est la musique. Mais derrière ça, il y a un message qui passe. Il y a des églises, il y a tout un réseau. Il faudra former un réseau. Je vais même évoquer un problème ici. Les réseaux, les églises sont là, les églises aussi sensibilisent. Hein? On s'est dit, mais écoutez, ici, il n'y a pas assez de radio. Il n'y a pas la possibilité, c'est pas moi d'atteindre, c'est pas moi 50 km suite à l'impraticabilité, par exemple, la chaussée, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une église, il y a une paroisse, mais il y a une ONG quelque part. Il y a des agents de développement. Tout ça. On s'est monté une stratégie par rapport au contexte. On s'est dit, ici, on doit opter pour ceci, pour atteindre, par exemple, les moments qui se trouvent à 50 km. Et leur Je crois que nous allons, nous aussi, un jour, on l'a déjà fait avec Bointa Bajuli. Et cette fois-ci, on aura l'occasion peut-être d'aller au Nord Kivu, atteindre ces femmes-là, discuter avec elles. C'est possible. Au Kasaï également. Au Kasaï, où il y a des cas de violence domestique. Voilà, et pour échanger avec ces dames-là, parce que c'est quand même parmi nos objectifs de sensibiliser à la base directement avec les personnes concernées. Mais revenons sur le 8 mars, Julie Sefo. 8 mars sans pagne, sans défilé, qu'est-ce que ça vous fait? Rien du tout. Je me demande si le fait que nous, on soit là comme ça, enlève nous le fait d'être femme. Moi, je vois